Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Région et Terroir. Je me trouve dans la ville d'Aigle, dans le canton de Vaud, et aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Patrick Hufschmid, qui, de par ses métiers de musicien et de luthier, principalement pour la fabrication de guitares électriques, s'est spécialisé dans la construction et la réalisation de plectres. Il est à l'heure actuelle le seul artisan à exercer le métier de plectrier en Suisse. Alors, si tu as envie d'embarquer avec moi dans son univers et de découvrir toutes les étapes de fabrication d'un plectre entièrement réalisé à la main, eh bien, suis-moi. Salut Patrick. Hey, salut Fuc, Ça comment va? vas-tu? Bien, et toi? Merci Bah, dis beaucoup donc, d'être venu me voir. T'es bien caché là. Ouais, Super. on est dans une taverne qui date de 1839. Ok. Une taverne. Ah bah c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais. C'est une cave toute simple en fait. Avec les vieux murs et tout. C'est une vieille maison de 1839 et j'adore l'authenticité. Alors voilà, c'est Tu une m'étonnes. cette atmosphère que j'aime bien. Ah, c'est agréable. Puis je pense qu'on était aussi, quoi. Ouais, en été, Bien frais. c'est rafraîchissant. Ouais. Ouais. En hiver, c'est le contraire, il n'y a pas de chauffage, donc moi je m'habitue, j'adore le froid, mais D'accord. voilà. Là, ça va aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui ça va. Ça va. Ça va. Ouais. Il fait beau temps encore, on a la chance. Oui, il fait beau aujourd'hui. Alors voilà, c'est mon domaine ici. Tip top. Dis-moi Patrick, tu pourrais nous expliquer brièvement ton parcours professionnel? Alors, à la base, j'ai commencé par faire cuisinier. J'ai réussi mon CFC, mais c'était pas un métier qui me plaisait vraiment. D'accord. On m'a dit, fais ton CFC, puis après, tu fais ce que tu veux après, mais fais d'abord ton CFC, donc c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai un CFC de cuisinier, mais ça, c'était il y a longtemps. Je l'ai eu en 1995, donc ça date. Et alors après, bah, j'avais toujours cette passion pour la guitare, parce que j'ai commencé la guitare en 1987. Donc, j'étais encore tout petit, j'avais 11 ans. Et bah, c'était comme une passion qui me submergeait. J'allais toujours voir les guitares en fait de mes amis, essayer de tripoter pour voir si j'arrivais à les améliorer, les réparer. Et un jour, de par le biais de ma famille, on a découvert une école aux États-Unis, justement, qui formait des nouveaux luthiers. Je suis parti quand j'avais 20 ans. Et donc voilà, j'ai été apprendre le métier de luthier aux États-Unis, dans le Minnesota. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment le début de mon parcours professionnel. Après, quand je suis revenu en Suisse, évidemment, on vend pas des guitares comme ça. Donc il faut faire autre chose. Alors là, j'ai travaillé pour des sociétés de troc, d'achat-vente qui sont très connues à Lausanne pendant 5 ans. Et j'ai aussi accessoirement donc une autre passion qui est la passion pour les montres. J'adore les montres et l'horlogerie. Et je me suis retrouvé à travailler pour une des plus grandes, donc un des plus grands groupes horlogers suisses, hein, pendant 5 ans dans leur boutique prestigieuse donc à Lausanne, où je vendais des montres à complications et j'étais le vendeur spécialiste des complications horlogères. Jusqu'en 2007. Et en 2007, j'ai décidé de tout plaquer pour me lancer à mon compte avec mes guitares et mes plectres. Enfin, d'abord mes guitares, les plectres, c'était venu par la suite. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à être indépendant, c'était en 2007. Sacrée aventure. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ok, Donc, voilà. merci. En tant que luthier, qu'est-ce qui t'a attiré dans la fabrication de guitares électriques? Alors, les années 80, évidemment, c'est toute l'atmosphère des groupes de métal. Et moi, j'ai baigné là-dedans, donc c'est mon ADN, hein, mon identité. Et la guitare électrique, c'est l'instrument dans lequel on peut tout faire, en fait. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme un instrument classique où tu as des mesures établies, où il faut scrupuleusement copier ce qui est déjà fait et le recréer donc à l'identique. Et ce qui est bien avec la guitare électrique, c'est que tu peux innover, tu peux faire de nouvelles formes ergonomiques.
Tu peux aussi innover dans les matériaux. Alors moi, c'est quelque chose qui m'attire. J'ai envie de créer, apporter mon savoir-faire. Et puis, ouais, c'est ce que j'apporte avec mes guitares. Donc de nouvelles matières que j'utilise pour faire, par exemple, le sillet, les micros aussi, les essences de bois que j'utilise, d'une découpe très spécifique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut tourner autour pour arriver à faire un résultat, en fait. Voilà. Et puis là-dedans, est-ce que tu fais beaucoup de guitares qui sont vraiment uniques? Alors, toutes les pièces sont uniques, forcément, comme elles sont toutes faites à la main, par moi. J'utilise pas de découpe numérique ou toutes ces choses que les grosses usines ou les custom shops utilisent. Moi, c'est pas du tout mon intérêt. Moi, j'ai envie de prendre un morceau de bois, de faire un contour, de le travailler moi-même et puis d'arriver au résultat final en me disant que oui, ça c'est quelque chose que j'ai produit moi-même entièrement à la main. J'ai pas envie de commencer à appuyer sur un bouton et puis que la machine te sorte exactement au millimètre près la forme. Pour moi, il manque quelque chose là-dedans, en fait. Il manque voilà, quelque chose d'authentique. L'âme. L'âme, ouais, Ouais. voilà, on peut parler d'âme. Et vraiment, voilà, chacune de mes guitares, même si je peux refaire un modèle, donc à l'identique, bah forcément, comme j'ai fait uniquement donc avec mes deux mains et puis mon savoir-faire, elle va toujours sortir un peu différente. Ce sera pas au millimètre près, en fait. Et c'est ça qui est beau, je trouve. En général, c'est des fois des clients qui te demandent ce qu'ils veulent exactement ou non, c'est toi qui laisses libre cours à ton imagination et puis ensuite c'est le client qui craque en fait sur une de tes œuvres. Alors, tout ce qui est custom shop, faire des réalisations complètement sur mesure par rapport à la demande du client, ça c'est quelque chose que je fais pas. Moi, je suis pas un custom shop dans le sens que j'ai mes propres modèles qui sont déjà établis, mais autour de ces modèles, je propose certaines options en fait. Voilà, donc je préfère cette approche-là parce que j'ai pas envie de me retrouver à fabriquer quelque chose que j'aime pas. Voilà, il manquerait quelque chose de moi à l'intérieur et je peux pas. En tant que guitariste moi-même, si je fabrique une guitare, c'est parce que j'y crois à 1000% dans le travail que j'ai fait. Et je veux toujours faire le meilleur de moi-même, en fait. Ça, c'est hyper important. La vraie âme de l'artisan. Oui. J'ai pu voir dans ta biographie que tu descendais d'une longue lignée d'artistes musicaux. Quelles ont été leurs influences? Alors, il n'y a pas une grande influence à ce niveau-là, parce que c'est des compositeurs romantiques, en fait. Mendelssohn et Schoenberg, hein, je suis un de leurs descendants, de par ma mère, hein. Et moi, en fait, paradoxalement, j'adore la musique baroque, donc c'est une autre ère. C'est pas du tout du romantique. Donc, ils n'ont pas eu une grande influence sur moi. Par contre, la musique en général, le fait que j'adore la musique baroque, donc c'était la musique qu'il y avait avant la musique classique. Pour moi, ça m'a ouvert les portes vers l'histoire. Je suis un passionné d'histoire grâce à la musique, parce que c'est avec ça que je me suis intéressé à l'histoire, en fait. Et puis c'est à quel âge que tu as commencé justement à travailler avec un instrument, enfin plutôt à jouer? Alors, j'ai trouvé un jour une guitare classique dans une décharge. Et je l'ai ramené à la maison. Et c'est là que, avec l'aide de ma mère, on a décidé de la retaper. C'est comme ça que ça a commencé en fait avec moi avec la guitare. Donc c'est une histoire qui a commencé dans une poubelle. Bon, après évidemment c'était une guitare toute pourrie, on pouvait pas trop jouer dessus, mais elle a bien vu que j'avais un intérêt. Et moi c'était la guitare électrique à l'époque, hein, Metallica, tous les groupes de métal de l'époque. Et bah du coup, elle a décidé de m'acheter une petite guitare électrique, une copie d'une Fender Stratocaster dans le magasin ici, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la guitare. Je voulais te poser encore une question. Comment, alors sans être péjoratif, hein, mais un petit artisan en Suisse se retrouve à voir toutes ses créations utilisées par des musiciens à l'international? Alors, c'est un long, long, long travail de passion qui a débuté justement tout au début, en 1996, hein, quand j'ai commencé mon activité, et qui continue toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut réussir à sortir le message comme quoi je suis luthier, que je fabrique des guitares. Et ouais, c'est basé sur une solide réputation de cette année. Ça fait 27 ans que je pratique ce métier. 27 ans. Et ça fait 27 ans que voilà, j'essaie de dire aux gens, eh oh, je suis là. Et ouais, il faut persévérer, mais moi je dirais toujours que c'est la passion, parce que moi c'est vraiment ce qui m'anime en fait, sinon j'arrêterais complètement ce métier, hein. Donc c'est vraiment cette passion que j'ai à l'intérieur qui me donne envie justement de continuer tous les jours. Et après, si tu arrives à sortir une guitare potable au début, tout au début, ça c'est bien, mais après il faut en refaire, il faut peaufiner l'art, et à un moment donné, tu sors des guitares qui valent la peine d'être jouées, et ça se remarque en fait finalement, et c'est par le bouche à oreille finalement que les gens
ils sont au courant. Et voilà, ça se transmet comme ça. Puis un jour, tu as un grand musicien qui te contacte, plusieurs grands musiciens, et puis tu fais une guitare pour eux. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce la combinaison de ton métier enfin plutôt de tes métiers de luthier et musicien qui t'ont conduit à te spécialiser dans la fabrication de plectres? Alors oui, parce que je me suis rendu compte un jour, pourquoi est-ce qu'on joue sur des plectres de guitare qui sont super fins? Ça n'a aucun sens en fait. Et j'ai réfléchi à ça pendant pas mal de temps. Et tout d'un coup, un jour, en me baladant dans la nature, j'ai eu cette idée d'un plectre en 3 dimensions, épais. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, je vais le fabriquer. Et puis je vais essayer de jouer après avec pour voir ce que ça fait. Et effectivement, il y a eu un impact considérable sur la façon de jouer, sur le résultat. Et je me suis rendu compte finalement que plus un plectre est épais, quand on le tient avec l'index et le pouce, plus on a de force de jeu quand on joue. C'est un phénomène donc biomécanique, hein. Et c'est super intéressant parce que ça ouvre, encore une fois, la création à des possibilités de différentes formes que j'ai mis au point.
Et en combinaison avec des nouvelles matières que j'utilise pour les plectres, j'arrive à faire des plectres complètement uniques en fait, qui sont vraiment fonctionnels. Particulièrement pour les personnes qui ont des problèmes de musculation, au niveau des articulations, de l'arthrose, quand ils n'arrivent pas à jouer parce que ça leur fait mal, ces plectres leur fournissent plus de force. Alors quand ils jouent, en fait, ils ont besoin de fournir moins d'efforts quand ils jouent, et du coup, bah, ils arrivent à jouer. Alors j'ai un client en particulier qui a eu un accident de voiture, qui s'est broyé la main, qui pouvait plus tenir correctement les plectres pour jouer la guitare, et grâce à un plectre que j'ai fait pour lui, en fait, il arrive à jouer de la guitare de nouveau. Et pour moi, ça c'est génial. Voilà. Ah ouais, j'aurais jamais pensé qu'il y avait un côté thérapeutique là-dedans. Oui. Je vais te poser la question, Patrick. Pour la réalisation d'un plectre, tu pourrais nous expliquer quelles sont les étapes de... Alors aujourd'hui, on va fabriquer un plectre en Torlon. Torlon qui est un thermoplastique à haute performance, c'est le plastique le plus cher du monde. Donc ça a des propriétés exceptionnelles par rapport à la résistance à l'abrasion. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en faire un entièrement à la main, parce que tout mon travail est basé là-dessus. Et les étapes, donc j'ai mes formes qui sont sur un petit gabarit comme ça. Je le place simplement sur la plaque, et après le reste c'est la découpe à la scie à ruban, la ponceuse. Après on va affiner à la main, on va passer après au polissage. Et comme ça, il y aura vraiment toutes les étapes. Le but, c'est d'avoir un plectre exceptionnel qui sorte, que quand le client reçoit le plectre, il se dit waouh, il n'y a pas de trace de marque, d'outils, tout est poli à la perfection. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est d'arriver à ce détail en fait. Tu utilises différentes matières pour réaliser tes plectres? Alors, j'utilise plusieurs matières, notamment les thermoplastiques à haute performance. Je suis pas du tout le genre à utiliser du bois ou bien de l'os pour faire un plectre. Je vois pas du tout l'intérêt d'ailleurs. Et du coup, je veux vraiment utiliser des matières qui sont solides et durables dans le temps, mais qui ont aussi un apport du point de vue physique. Donc, il y a certaines matières qui sont complètement résistantes à l'abrasion. Et moi, j'exploite vraiment ce créneau des thermoplastiques. Le thermoplastique est une matière, par exemple, qu'on utilise dans l'ingénierie, où le métal peut pas être donc utilisé pour des raisons électromagnétiques en fait. Donc on doit utiliser en fait un substitut, et c'est là qu'intervient donc le thermoplastique. Donc c'est des matières qui sont extrêmement résistantes, soit aux températures élevées. Donc pour moi c'est pas intéressant parce qu'on va pas commencer à jouer une guitare à 600 degrés, tu vois. Mais ce qui est génial, c'est par rapport à la résistance, donc à l'abrasion, à la rigidité. Et toutes les matières plastiques sont vraiment différentes. Alors moi, je les utilise d'une manière dont elles n'ont jamais été conçues pour. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. Donc j'arrive ici avec une plaque en Torlon, on va voir après. Et je découpe dans la matière carrément. Donc ça n'a jamais été utilisé pour faire des plectres, en fait, le Torlon. C'est plutôt pour éviter les impacts de micrométéorites dans l'espace que c'est utilisé ou des choses comme ça, tu vois. Donc voilà. Alors j'ai plusieurs matières, effectivement. Ici, en l'occurrence, une matière qui brille dans la nuit. Donc ça, c'est mon grand secret, cette matière que j'appelle Hoof Glow. Et c'est une combinaison donc de l'élément strontium mélangé avec de l'aluminium et de l'oxygène. Donc c'est du strontium d'alumine dans lequel est injecté des terres rares. Alors quand on dit terres rares, on parle justement de europium ou de dysprosium. Et pour faire simple, en fait, ces matières, elles sont cachées à l'intérieur de donc de l'acrylique et du strontium donc d'alumine. Elles se comportent un peu comme des fruits dans un gâteau, je sais, un peu parsemés. Et ce qui est génial, c'est que quand on envoie de la lumière dessus, elles sont particulièrement excitées par la lumière noire, donc la lumière UV, en fait. Ça absorbe la lumière, mais ça prend beaucoup plus de temps pour la renvoyer, en fait. Et du coup, ça brille dans la nuit. Donc c'est le principe qu'on appelle la phosphorescence. Alors j'utilise des produits qui sont donc de sécurité, donc c'est des matières qui sont extrêmement vives et qui brillent très fort dans la nuit. Et j'utilise ça aussi sur mes guitares. Et je suis vraiment très fier de cette matière parce qu'elle est très dure à trouver aussi. Après, tu as des autres matières un peu plus... Ça, c'est le premier thermoplastique créé par l'homme qui s'appelle le galalite. Galalite, c'est la pierre de lait. C'est du lait de vache. Ah Du bon? lait de vache dans lequel on a injecté un produit, j'ai oublié, je crois que c'est du formol. Et ça a séparé en fait de caséine avec le reste du lait. Et ce qu'on voit ici, c'est du caséine dans lequel on a ajouté des pigments de couleurs variés. Alors ça a vu le jour à l'époque victorienne, en 1870 à peu près. Ça, c'est une plaque vintage qui date de 1960. Donc c'est une plaque qui a quand même 60 ans. C'est incroyable parce que vu comme ça, on dirait du bois, quoi.
C'est incroyable. Et ce qui est absolument hallucinant avec cette matière, c'est qu'elle a été utilisée comme substitut pendant des dizaines d'années pour les bijoux. Parce qu'on voyait pas la différence à l'époque, il n'y avait pas les tests comme aujourd'hui. Et beaucoup de bijoutiers ont utilisé ça, notamment à l'époque de Coco Chanel. C'est là que ça s'est vraiment popularisé, cette matière. Alors le seul inconvénient de cette matière, c'est qu'on peut pas la stabiliser. Donc elle est, elle est pas stable, donc elle se voile au séchage. Et du coup, c'est un problème pour la technologie moderne, où on a besoin de tout soit plat et parfait. Donc ça a été oublié, en fait. Et maintenant, on trouve donc du caséine, on appelle ça le galalite. On en trouve, ça c'est un vieux stock d'une entreprise des années 60. Et j'en ai racheté pas mal. Et du coup, je fais des plectres avec, parce que le galalite, caséine, est considéré comme le saint graal du matériel pour faire un plectre. Voilà, donc j'apporte mes gros plectres dans ce domaine aussi. Alors j'ai beaucoup de matières, comme l'acrylique, hein, aussi, un peu plus technique, dans lequel on ajoute... euh, dans lequel, par exemple, ici, c'est des morceaux de feuilles de cuivre qui ont été broyés et ajoutés à l'intérieur de l'acrylique. Et au final, tu as un plectre qui te rend des effets absolument hallucinants après. Donc c'est un petit plus hein, à chaque fois. L'acrylique. Après, j'ai aussi des matières hallucinantes, comme le polyether ether ketone, le PEK, P-E-E-K. C'est une matière qui est utilisée pour faire les implants, donc les implants chirurgicaux, par exemple, ou dentaires, ou quand tu as une personne qui se fracasse le crâne, des fois, il faut une opération où ils rajoutent une plaque, hein, ils utilisent du PEK. Donc ça a des propriétés hallucinantes en termes d'abrasion, forcément, et de résistance. Donc ça te fait un plectre qui est quasiment inusable. Seul problème, c'est qu'il me faut 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et demie pour en fabriquer. Hein. Donc chaque matière a une espèce de relation intéressante, en fait. Et là, le truc avec lequel je me suis bien fait connaître aussi, c'est avec mes alvéoles d'aluminium. J'aime bien rigoler en disant que c'est les abeilles d'aigle qui fabriquent le miel, hein, tu vois. Et puis, là, en l'occurrence, c'est des conneries, hein, faut pas y croire. Hein, mais là, tu as les alvéoles, donc en aluminium, et à l'intérieur, on met de la résine avec plusieurs couleurs, comme ça. Et à la fin, tu as un plectre où tu as vraiment l'impression que c'est comme une abeille. C'est comme le miel d'une abeille, tu vois. Là, en l'occurrence, c'est vraiment la couleur du miel avec les alvéoles. Tu as l'impression de jouer avec une alvéole de miel. Donc, ça donne des effets incroyables. On peut vraiment... c'est ça qui est bien avec les thermoplastiques, c'est que tu as énormément d'usages ou de matières. Possibilité. Ouais. Alors, voilà. J'ai vu que tu avais une très large palette de plectres. D'où te viennent toutes ces inspirations? Alors, une fois que tu crées une forme, bon, traditionnellement, il y a beaucoup de formes différentes de plectres, donc j'essaie de m'adapter à la tradition, on va dire, parce que il y a quand même des formes qui sont reconnues dans le monde du plectre qu'on peut utiliser pour faire des plectres. Donc, quand je m'inspire, généralement, c'est par rapport aux formes de base. Et j'essaye de faire justement donc mes gros plectres en utilisant toujours les formats de base. Mais après, c'est sûr que je peux tout d'un coup sortir une forme dans ma tête qui me tombe dessus et puis je crée le plectre. Après, je l'utilise pendant quelques jours, quelques semaines pour voir si vraiment elle fonctionne comme plectre. Et si ça fonctionne pour moi, c'est bon, c'est OK. La première fois qu'on s'est entretenu, tu m'as dit que tu affectionnais particulièrement la marche. Est-ce que c'est ça aussi qui t'inspire, justement, quand on voit les croisillons, nids d'abeilles, etc., sur tes plectres? Pas forcément, mais c'est quand je marche que je m'inspire beaucoup, en fait, que ça me tombe dessus. Donc, je suis un grand marcheur, effectivement. Je suis à genre 12, 13 km, 14 par jour. Ah ouais, ce qui est pas mal. Après mes heures de travail, donc je me lève tôt, je travaille tôt, et puis je termine tôt. Puis là, je me donne toujours, chaque jour, une marche. Hein. Je vois ça comme assurer mon futur. Et du coup, oui, bon, enfin, quand je marche dehors, j'ai toujours des inspirations qui me tombent dessus, parce que j'adore la nature. Et puis, des fois, je peux avoir des idées ouais, suite à ça, ouais. Combien de temps faut-il pour réaliser un plectre? Bah, le mieux, c'est que je te montre. Hein.
Bah, tu vois, généralement un plectre que tu achètes dans le commerce fait en plastique, là, ils sont pressés genre 1000 à la fois. Donc c'est fait en quelques secondes, tu vois, tandis qu'ici, tu es vraiment en train de sculpter, de mettre en forme en travaillant sur la matière. Donc tout ce que je fais vraiment est unique, tu vois, c'est par rapport au coulis, mais de la manière. Donc, le but, c'est d'arriver à avoir un résultat à chaque fois qui est identique. Et ça demande des heures de travail, ça. C'est pas comme ça qu'on acquiert ça. Et à un moment donné, bah, tu arrives à sortir des plectres identiques à chaque fois. Et ça, c'est un savoir-faire. Donc ça demande beaucoup d'années d'expérience. Et puis voilà, si par exemple on m'en commande, je sais pas moi, une dizaine, il faut que le client reçoive 10 plectres identiques à chaque fois. Donc voilà, en anglais on appelle ça de having skills. Voilà. Maintenant on peut commencer l'autre étape. Maintenant je vais enlever tous les coups de lime. Donc maintenant on est déjà paradoxalement en train de commencer à faire le travail de polissage parce que qu'est-ce que c'est qu'un polissage finalement? C'est des rayes qui sont de plus en plus microscopiques. C'est ce qui fait que tu as une surface brillante. Donc là on est déjà en train de commencer le travail d'amont avant de passer à la pâte à polir en fait. Donc plus tu prends de temps à faire ça, mais plus facile sera après le travail au polissage à la pâte. Donc c'est hyper important. Moi ce que je suis en train de faire maintenant c'est ce qu'on appelle donc les biseaux. C'est ce qui va frotter sur la corde en fait, qui va faire que tu auras un jeu rapide. Moi j'aime bien quand mes plaques sont arrondies. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire à la machine. Ça c'est quelque chose que, voilà. Par exemple là avant avec la ponceuse, ça c'est quelque chose que c'est impossible à faire à la ponceuse. Reprendre chaque bord et les arrondir à la perfection, que ça soit linéaire et puis parfait. Ça tu peux seulement faire comme ça à la main. Et en fait c'est ça qui prend beaucoup de temps quand tu fabriques un plectre. C'est tout ce travail qu'il y a derrière. Donc, je viens avec le papier comme ça, je tourne comme ça en fait, au ralenti. Le but c'est d'arrondir les deux surfaces, d'avoir une ligne parfaite et arrondie en fait, qui soit totalement homogène. Ouais, donc en fait ce que je fais c'est que je casse l'angle en fait. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire sur la ponceuse, de réunir le sommet en fait de la matière, puis de faire en sorte qu'il se mélange bien avec le côté, puis de créer cet angle en fait. Et ça, c'est hyper important pour le guitariste après quand il va jouer sur la guitare. Faut pas qu'il y ait d'obstacles. Là, j'ai une corde, voilà, un peu grande, hein, la corde. T'as le plec qui arrive ici, en fait, ça va venir casser comme ça. Donc, il n'y aura pas de friction, en fait. C'est pour ça qu'après, quand il va jouer la guitare comme ça sera vraiment hyper agréable. Bon, ça, c'est un très gros modèle hein, que j'ai appelé le Mega Jazz. Et puis ça, c'est vraiment le... Ouais. Donc, c'est un plec qui est très rapide. Progressivement, on arrive à avoir un arrondi vraiment homogène tout autour du plectre. Tu vois la différence? Ça commence à prendre forme maintenant. Alors une fois que tous les biseaux sont plus ou moins parfaits en fait, euh, le but maintenant c'est vraiment de polir cette matière miroir. Alors il y a une raison pour laquelle il ne faut pas laisser de traces d'outillage sur les plectres. Alors des fois malheureusement on voit certaines contrefaçons où il y a beaucoup de traces laissées par les outils et puis ils te vendent ça à un prix moins cher. Alors, c'est un peu con parce que quand la corde, quand le plug va venir heurter la corde pendant le jeu, s'il y a des traces de lime ou comme ça
forcément créer une certaine friction. Donc ce genre de matière à haute performance, en fait, le plus ils sont brillants, le plus ils vont avoir une surface qui glisse. Et c'est ça qu'on recherche sur cette matière, c'est vraiment de l'apporter à son paroxysme, on va dire, du brillant. Et du coup, après, il n'y aura absolument aucune friction avec les cordes. Et ça sera comme jouer du beurre, quoi. Ça sera... Je sais pas si on a déjà joué du beurre, mais voilà, ça sera un peu comme ça. Peut-être pas, mais ce serait une première. Une première. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer à attaquer le polissage avec les pattes en utilisant cette perceuse à colonne radiale. C'est le nom technique de cet appareil. Alors, c'est pas spécifiquement pour ce genre de travail, mais c'est une perceuse que j'utilise beaucoup dans mon travail. Voilà. Et puis, on va attaquer le premier polissage, qui est le polissage brut. C'est pas le polissage final. Parce que comme je disais la dernière fois, c'est que quand on fait un polissage, en fait, on arrive avec des grosses rayes et puis on les minimise jusqu'à ce qu'elles disparaissent. C'est ça le polissage finalement. Donc là, on va utiliser des pâtes à polir. Voilà. Alors je vais commencer. Alors, la raison pour laquelle je bouge très très vite, c'est parce que comme on a pris tellement longtemps à essayer d'arriver à faire des biseaux parfaitement droits et parfaitement arrondis, si on reste sur le même endroit, ça va créer des dépressions sur la matière. Et du coup, ça sera plus parfaitement plat. Et une autre raison, c'est que tu risques aussi de brûler donc la matière si tu restes sur place. Donc le but, c'est de toujours bouger, sans rester sur place, mais de bouger de manière uniforme, à vraiment tout prendre la matière, mais sans lui créer soit des dépressions dans la matière ou bien de brûlures, quoi. Ce serait une catastrophe, sinon il faudrait tout recommencer en fait depuis le début. Donc voilà. Alors là, en fait, je suis juste en train d'enlever la pâte à polir, les résidus, pour éviter une contamination croisée euh, sur l'autre pâte en fait que je vais utiliser. Donc l'histoire de... Voilà, ça c'est le polissage final. Donc c'est une autre pâte qui est la plus fine que possible. Donc c'est des pâtes qu'ils utilisent pour polir les métaux. Voilà. Tu vois comme ça commence à devenir miroir, le polissage là. Voilà, ça c'est le but recherché maintenant. Chaque angle parfaitement poli, parfaitement droit, homogène sur toute la surface du plâtre. Alors là, j'ai rajouté un petit peu d'eau parce que l'eau, ça peut aider un petit peu aussi pour le polissage, paradoxalement. Là, la matière, elle commence à se libérer maintenant. Voilà, regarde ça. Voilà le résultat qu'on veut. Voilà. Alors voilà, maintenant je suis en train d'enlever les derniers résidus qui restent de pâte à polir.
Donc j'ai le résultat que je souhaitais. Maintenant, la dernière étape, c'est qu'on va... ça, c'est un modèle justement où la surface qu'on tient avec les doigts est brossée, ce qui permet une meilleure tenue quand tu joues la guitare. Donc j'ai des deux options, c'est soit brosser, soit je continue le polissage aussi sur les deux côtés, puis c'est donc tout le plectré brillant. Mais là, en l'occurrence, on va faire donc les côtés brossés. Voilà. Et ça, c'est tout simplement ici. Voilà, puis ici, tu as vraiment tous les rebords, tous les arrondis, avec la ligne qui est uniforme. Tous les angles qui sont cassés. Ça va être un plectre super agréable à jouer, ça. Et il n'y aura aucune friction sur les cordes. Donc voilà, on voit bien la ligne ici, tu vois. Ah, j'applique mon logo. C'est un autocollant spécifique, transparent, et puis il faut réussir à le placer juste du premier coup. Voilà. Voilà. Le plectre est officiellement terminé. Alors voilà, donc à chaque fois que je fabrique un plectre, je mets toujours un petit certificat avec ma signature et la date. Donc j'applique la date, donc nous sommes le 11 janvier 2023. Voilà. Le plectre qui va à l'intérieur. Après j'ai une petite brochure ici qui explique en gros mon travail. Ça c'est moi au début quand j'ai commencé mon apprentissage en 1996 et ça c'est moi voilà, à 46 ans. Voilà, avec une de mes réalisations aussi, la dernière que j'ai faite là. Alors après, le certificat, le plectre, prêt à expédier à son client. Alors voilà, les enveloppes que j'utilise, au format nickel pour ce que je fais. Et voilà, la dernière petite touche, j'ai fait faire des seaux en aluminium doré avec mon logo. Donc c'est un petit peu mon clin d'œil par rapport à ma passion pour l'histoire. J'adore toujours mettre un petit seau. Donc voilà, sur l'enveloppe comme ça quand le client y reçoit l'enveloppe. Encore une fois, mon travail est toujours basé sur les détails hein, et j'adore ce détail. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Patrick Houchmid pour son bel accueil et surtout de nous avoir partagé son bel univers. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Bien entendu, tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regionetterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires aux vidéos que nous tournons. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions, de me soumettre éventuellement un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux m'écrire à info@regionetterroir.com. De plus, ça pourrait être l'occasion de nous rencontrer, et ça, ce serait vraiment sympa. Voilà, en attendant la prochaine aventure, on te dit ciao, wouf, et à tout bientôt. Prends soin de toi.